participants monter de façon régulière. Quelques secondes. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à Réputation 2025, 28e édition déjà. Réputation imaginée par Léger, seule étude qui procure une analyse sectorielle complète de la réputation pour cette année plus de 417 entreprises au Québec. Plus tard ce matin, mes collègues à Toronto présenteront la version canadienne où on a sondé pour 326 entreprises au Canada. Étude donc conduite auprès de plus de 38 616 Canadiens cette année. Et comme à l'ordinaire, donc de la mi-novembre 2024 cette année jusqu'à la fin janvier. Donc la collecte a lieu au même moment chaque année. C'est toujours le contexte, comme on le verra plus tard, de la collecte qui change. Modèle de réputation de Léger, c'est d'abord une question, la même depuis 28 ans. Le score qui établit le palmarès se calcule en faisant la soustraction suivante, donc le pourcentage de bonnes moins le pourcentage de mauvaises opinions, qui nous donne un score qui permet d'établir le palmarès qu'on vous présentera ce matin. Ensuite, toutes les données réservées aux clients là, sur les 6 piliers de la réputation, ainsi que sur d'autres variables, comme la confiance, nommément, et tout ce qui a trait à la marque employeur se retrouve au rapport, donc pour les clients qui souscrivent. J'en profite d'emblée pour vous informer qu'il y aura une période de questions à la fin. Donc, vous devrez utiliser le bouton en bon franglais Q&A à cet effet au bas de l'écran. Alors, petit retour peut-être rapide là, sur le modèle. Donc, comme je l'ai dit, mauvaise, moins bonne, bonne opinion, moins mauvaise, score de réputation. Cette année, puis les répondants qui disent avoir une bonne ou une mauvaise opinion répondent à toutes les autres questions du questionnaire. Et l'ensemble de toutes ces données-là se retrouve au rapport, comme je le mentionnais. Cette année, ce sont ici, là, vous voyez l'ensemble des secteurs qui ont été sondés. Vous pourrez notamment retrouver les premiers de chaque secteur dans le livret et l'enregistrement qui vous seront envoyés un peu plus tard aujourd'hui. Je rappelle aussi qu'on a plusieurs options là, de rapports qui sont possibles, qui vont soit de l'étude préformatée réputation, qui couvre un secteur complet, jusqu'au diagnostic sur mesure, qui inclut des compétiteurs directs, des relevés trimestriels de réputation, mensuels, voire, bref, plein de solutions pour surveiller votre réputation corporative. À cet effet, une adresse courriel vous sera communiquée à la fin de cette présentation pour que vous puissiez nous contacter, là, soit pour en savoir plus sur notre offre ou pour toute demande d'informations additionnelles. Alors, pourquoi la réputation est-elle si cruciale? Pourquoi chez Léger, on s'y intéresse de si près? La réponse est simple. Une entreprise qui jouit d'une bonne réputation attire naturellement plus de clients, capte leur attention, leur portefeuille aussi. Mais ça va au-delà du chiffre d'affaires. Donc, une bonne réputation, ça attire aussi les talents. Ça facilite le recrutement, la mobilisation, la loyauté. Et surtout, on y reviendra dans un instant, en cas de crise, c'est un véritable bouclier. Une entreprise portée par l'estime du public traversera probablement mieux une tempête et plus facilement qu'une autre qui est laissée seule sous les éclairs. Durant le webinaire de ce matin, on commencera par vous brosser un portrait général du paysage de la réputation, puis aussi l'état d'esprit des Québécois, là, le contexte dans les derniers mois de 2024. Ensuite, on vous présentera le top 10 2025, des données relatives à l'étude de cette année, les hausses, les baisses. En dernière partie, on verra comment l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et les tensions commerciales qu'on vit depuis ont influencé les réputations, notamment chez les entreprises américaines. Alors, Sébastien, je te laisse nous parler du climat, disons légèrement orageux, qui entourait la collecte cette année. Merci, Eric. Et bonjour tout le monde. Bien content d'être avec vous ce matin. Les Québécois, par contre, l'an dernier, peut-être pas si contents que ça dans l'ensemble. Ça ne fait pas nécessairement beaucoup de changements des dernières années, malheureusement.
Malgré que, comme Éric l'a mentionné, c'est un climat plutôt orageux. Il a fait très chaud aussi l'été dernier. Ça a causé beaucoup d'ennuis. On a aussi l'inflation. Ça s'est poursuivi à la fin, vers la fin de l'année. Les choses s'amélioraient, donc c'était un peu moins dans la tête des gens vers la fin de l'année, l'inflation, la hausse des prix, mais on sait que tout ça ensemble crée une atmosphère, tu sais, c'est un environnement où un peu plus difficile pour les marques de se démarquer d'une manière positive. Et si d'ailleurs on regarde généralement les résultats et qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé pour les différentes marques, ce qu'on voit, c'est que le plafond pour les marques a eu tendance à descendre un petit peu. Et la raison pour laquelle le plafond a descendu, et vous le savez, si vous mettez des messages sur les médias sociaux, que ce soit pour votre entreprise ou pour vous personnellement, c'est difficile d'éviter d'avoir des critiques. Même si la très grande majorité aime ce que vous faites, il va s'en trouver pour vous critiquer. Ça fait partie, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. Et donc, ce que ça fait, c'est que le plafond atteint, donc les entreprises qui vraiment sont dans notre top 10 et même qui se classent tout en haut du classement, n'arrivent pas à obtenir les mêmes scores qu'avant. Donc, il y a eu une certaine baisse de ce côté-là. Et en même temps, ce que ça fait, c'est que les entreprises qui se classent plus dans le bas du classement ou qui ont particulièrement des mauvaises années, qui vivent une crise, ça a tendance à s'effondrer un peu plus vite qu'avant. Et ça, on va le voir tantôt. Euh, Éric, je ne sais pas si c'est juste moi, mais l'écran ne bouge pas de mon côté. Ah, voilà. Et donc, ce on a demandé justement aux Québécois après, dans tout le contexte qu'on a vu, là, c'était quoi les enjeux les plus importants? Et là, on vous présente les enjeux qui sont vraiment les plus importants pour les Québécois. Ça, c'était au moment de la collecte de données. Donc, on parle vraiment la fin de l'automne jusqu'au début de l'hiver. C'était quoi les enjeux les plus importants? Et on voit que l'état du système de santé était en tête de liste. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais l'inflation était déjà un peu passée au second rang. Donc, ça demeurait un enjeu important à l'époque, mais c'était plus aussi dominant que ce qu'on avait vu dans les mois précédents, en fait, dans toute l'année qui avait précédé, où c'était vraiment à propos d'inflation, abordabilité, que là, on voit abordabilité du logement, accessibilité aussi nécessairement. Tout ça faisait vraiment partie du mélange d'enjeux principaux. Et l'immigration, on croyait à l'époque que ça allait possiblement être la question de l'urne durant l'élection. Et là, maintenant, on le sait qu'on s'était royalement trompé. On reviendra à ça tantôt. Mais comme je disais, tout ce contexte-là amène maintenant à nos résultats de l'étude. Donc, les plafonds ont baissé. On voit qu'environ le tiers des entreprises ou un peu plus ont un score plus bas qu'en 2024. En moyenne, ça se ressemble beaucoup. Là où ça a changé, c'est que les entreprises qui sont dans le haut sont un petit peu moins hauts, mais il y a des entreprises dans le bas qui se sont retrouvées passablement plus bas. Et si on regarde ça par secteur, généralement parlant, là, vous voyez à gauche, vous avez les secteurs qui sont en hausse. Il y en a quand même pas mal plus que du côté droit. Mais on ne parle pas de grosse hausse en général, mais il y a une certaine embellie. Donc, malgré le climat orageux dont je vous parlais, il y a quand même, les Québécois, généralement parlant, sont peut-être un peu plus positifs. C'est quelque chose qu'on a vu dans nos autres études. Si vous aviez vu, par exemple, les résultats de notre étude WOW, on voyait qu'il y avait une certaine embellie dans certains domaines. Peut-être qu'on finalement, on réussissait à passer à d'autres choses après des moments très difficiles au cours des dernières années. Mais généralement parlant, les mouvements ne sont pas très grands. Comme on va le voir, là, c'est vraiment plus dans les extrêmes que ça bouge. Et d'ailleurs, Eric, tu vas nous parler d'un cas patent pour cette année d'une grande marque canadienne qui a eu une année particulièrement difficile. Oui, effectivement, on pourra probablement se souvenir de Réputation 2025 comme l'édition qui aura connu la plus forte baisse de son histoire, baisse qui est attribuée à Post Canada. En attendant la prochaine baisse, parce que bon, on ne peut pas prédire l'avenir, mais celle de cette année,
déjà, on peut la qualifier d'historique. Là. On n'en avait pas mesuré d'aussi sévère. La grève des postes, donc il y a eu un impact tangible. Là. On l'a déjà mesuré à l'époque. Là. Donc 84% des Canadiens affirmaient en avoir été affectés à divers degrés. Plus de la moitié, 55%, se disaient préoccupés par les perturbations du service postal. Une inquiétude particulièrement vive, là, période des fêtes, où un Canadien sur quatre, là, pendant la dernière période des fêtes, soit 26% se disaient très préoccupés. Puis il faut se rappeler là, que pour bien des gens, cette grève, c'était pas juste une bataille syndicale abstraite, là, c'était un chèque qui arrivait pas, un cadeau de Noël coincé dans un entrepôt, quand le quotidien est suspendu à la poste, que tu t'ennuies de ton facteur, chaque jour de retard devient un stress de plus. Cette baisse historique de 40 points là, le démontre clairement. Alors, parlant de baisse, parlons des plus notables maintenant de cette édition 2025. Alors, après Post Canada, dont on vient de parler, difficile de passer sous silence là, la baisse de Boeing là, qui enchaîne les turbulences sans faire de jeu de mots. Panneaux de porte éjectés en plein vol, nouvelles inquiétudes de sécurité autour de leur 737 MAX, suppression de 17 000 emplois en novembre 2024. Des pertes colossales de près de 12 milliards de dollars, des grèves prolongées, les déboires spatiaux avec son vaisseau Starliner. Rien ne va plus chez le géant aéronautique. Donc, résultat, moins 27. Ensuite, du côté de Juste pour rire, ben, on constate que ce festival peine encore à redorer son image. Après une année 2024 particulièrement morose, là, l'annulation de son édition estivale, combinant une mise à l'abri de ses créanciers, a plongé l'organisation dans l'incertitude. Lueur d'espoir, acheté en mai dernier par Comédia, elle espère désormais redresser la barre. Sinon, ben, la SAQ, qui elle aussi a connu une année, disons, agitée, des grèves répétées, campagne publicitaire controversée sur des produits fièrement québécois qui n'en étaient pas, hausse de prix, annonce de fermeture de succursales, là, puis notre mesure ne tient même pas compte de cette plus récente nouvelle, disons, négative, qui a été dévoilée, comme je le dis, donc après la collecte de données. Tout ça contribue à un climat de mécontentement persistant, là, donc à suivre en 2025. La STM poursuit quant à elle sa glissade là, avec un moins 8 pour une baisse là, de son score pour une troisième année consécutive. Une fois de plus, là, le sous-financement du transport collectif le contrainte à des compressions budgétaires, des abolitions de postes, des coupes de services. C'est toutes des mesures qui pèsent lourd là, sur l'opinion publique. Enfin, parmi nos donc celle qui ferme la marche de nos plus fortes baisses cette année, Investissement Québec, qui continue d'accumuler les critiques là, en 2024. L'organisme a été pointé du doigt là, pour ses pertes financières majeures, sa transparence défaillante, plusieurs investissements jugés risqués, tant dans la filière batterie, Nordvolt en tête, qu'à l'international. Donc, résultat, une image ternie, une réputation fragilisée, puis aucun gain de score depuis 2020. Ce qui nous amène aux plus fortes hausses de cette année. Donc, en tête, comme on peut le constater, Shell, pour l'ensemble, en fait, deux pétrolières, Shell et Esso, là, qui ont vu leur image s'améliorer grâce à la probablement stabilisation des prix à la pompe, puis à leur rôle perçu comme essentiel là, dans un contexte d'instabilité énergétique mondiale. Malgré des critiques environnementales, leur forte notoriété, leurs efforts de communication sur la transition énergétique ont contribué probablement à rehausser leur bonne opinion auprès du public. Ces hausses sont également l'effet d'un retour du pendule, probablement, là, après 3 années négatives là, de leur score de réputation. Mais on revient un peu à la normale pour ces deux bannières de pétrolières. Ensuite, Air Canada et Sunwing, donc, qui bénéficient d'un regain d'opinion favorable grâce à une certaine forme d'amélioration des services post-pandémie, après des ratés, disons, plutôt complexes et répétés. Donc, moins d'annulations, de meilleure ponctualité, un retour progressif à la normale, donc, dans le secteur aérien. Ensuite, CIBC à plus 10, CIBC qui semble avoir tiré son épingle du jeu. Là.
nommément, peut-être, c'est par une approche centrée sur les PME. Ils ont remporté le prix, la première place au classement de J.D. Power pour la satisfaction des PME. Des résultats financiers solides, une image publique peut-être plus stable que ses grandes rivales, puis peut-être parce qu'ils se retrouvent sur le casque blanc d'une certaine équipe de hockey qui connaît en ce moment du succès inattendu. Mais voilà, c'est peut-être des raisons qui peuvent étoffer un peu là, cette hausse de 10 points pour CIBC cette année. Ensuite, ben, on a un autre plus 10, Wendy's, inattendu. Et on constate là, que c'est probablement le fait que récemment, ils ont annoncé là, vouloir doubler leur restaurant au Québec en 2024. Mais il semble que les Québécois ont apprécié l'initiative. Et Wawanesa qui ferme la marche aussi avec un plus 10. Donc, après plusieurs années de recul, Wawanesa cette année se démarque, profitant d'un contexte où de nombreux assureurs canadiens faisaient l'objet de critiques là, liées aux hausses de tarifs, à une gestion rigide des réclamations, un service client déficient. Son profil discret, perçu comme stable et intègre, lui a permis probablement de tirer son épingle du jeu dans un climat général d'insatisfaction envers le secteur. On passe ensuite au tant attendu palmarès 2025. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Alors, Toyota, Sony, Microsoft et Canadian Tire occupent la 10e, 9e, 8e et 7e place. Des marques solides, fiables, bien ancrées dans le quotidien, qu'il s'agisse de technologie, d'outils ou de transport. On parle ici d'utilité concrète et de constance. Ensuite, en 6e, 5e et 4e, Dollarama, Costco et Google. Google qui n'occupe pas la première place cette année. Donc, Dollarama, Costco, Google, trois marques qui allient accessibilité, volume et performance, qui répondent à des besoins essentiels, surtout dans un contexte économique tendu. Ensuite, pour notre podium de cette année, en 3e et 2e place, YouTube et Jean Coutu. Donc, comme je le disais, sur le podium, ben, Interac représente la fiabilité locale, une solution de paiement en ligne, propriété des banques canadiennes. YouTube, qui incarne la culture numérique. Puis au sommet, Jean Coutu, donc une marque bien implantée, associée à un service accessible et à un fort ancrage québécois. On peut voir que ce palmarès-là, cette année, là, offre à la fois le reflet de nos comportements de consommation, mais aussi une indication claire des marques ayant su établir et maintenir un capital d'admiration auprès des Québécois. Jetons maintenant un petit œil à cette comparaison annuelle qu'on fait entre le palmarès canadien, dont mes collègues Lisa et Andrew traiteront plus en détail plus tard cet avant-midi. Donc, au Canada, c'est Costco qui remporte la palme, une première pour eux, mais qui demeure quand même un choix classique là, dans un contexte d'inflation persistante. On remarque aussi la forte présence des marques asiatiques, Sony, Samsung, qui occupent deux des places du podium canadien. Si on regarde les deux palmarès, là, on remarque en filigrane là, que les grandes constantes de la réputation, on voit les grandes constantes de la réputation, donc que sont l'accessibilité, la fiabilité et la proximité, et un soupçon d'affection quand la marque nous accompagne au quotidien, comme Jean Coutu ou peut-être même Costco. Avant de poursuivre avec notre prochain segment sur l'effet Trump, enfin, le palmarès aussi 2025 des marques employeurs. Je tiens à rappeler que notre collecte s'est terminée le 20 janvier, soit exactement le jour où un certain président américain reprenait officiellement le volant ou le Sharpie, c'est selon. Sébastien, je te lance défi ce matin de nous pondre un bas de vignette pour cette image. Oh, on m'a déjà lancé des défis plus difficiles. Il y a tellement de choses qui peuvent nous venir en tête en regardant ça. Tu viens de parler de soupçon d'affection. Je pense que le soupçon est assez petit au Québec en ce moment envers Donald Trump. Et si on avait demandé, je pense, aux gens en ligne en ce moment de nous écrire possiblement quel serait le titre de cette image-là, je pense que les réponses auraient été possiblement drôles, mais aussi peut-être un peu douteuses ou inappropriées dans beaucoup de cas, parce que le contexte, effectivement, n'est pas très positif en termes de notre point de vue sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment.
Et dans toutes nos autres études, on voit que c'est vraiment Donald Trump lui-même qui est avant tout perçu négativement, mais ça a un impact important sur les entreprises. Donc, c'est important pour nous d'avoir la collecte de données pour l'étude réputation en général à la même période qu'à toutes les années précédentes. Donc, comme vous l'avez vu au tout début, Eric a présenté les dates de la collecte de données. C'était fin de l'automne jusqu'au début de l'hiver, jusqu'à environ, en fait, jusqu'à environ le jour de la sermentation de Donald Trump. On devait garder les mêmes dates. Avec tout ce qui s'est passé depuis, il était très difficile pour nous de se dire, ben, on va juste parler des résultats avant Trump et on parlera des résultats après Trump l'an prochain. Il nous semblait évident qu'on devait faire un retour en terrain pour pouvoir comparer l'avant et après, et ça va nous donner aussi pour l'an prochain une chance de, oui, faire notre suivi aux mêmes périodes que toutes les années précédentes, de demeurer constant, mais aussi de voir est-ce qu'il y a eu une embellie pour les marques qui ont été particulièrement négativement affectées en ce moment, ou est-ce que ça va demeurer la même chose à long terme? Donc, qu'est-ce qui est à court terme, qu'est-ce qui est à long terme? On va être capable de voir ça l'an prochain. Mais donc, le retour en terrain, les résultats nous ont montré que notre intuition était la bonne. Les résultats sont vraiment sans appel. C'est 57% des Québécois qui nous ont dit que leur opinion à l'égard des entreprises américaines s'était détériorée au cours de la période récente. Il y en a juste 5% qui nous ont dit non, non, mon opinion s'est améliorée. Donc, c'est vraiment un changement du tout au tout. Et comme vous allez voir, tout ça a un impact majeur sur les points de vue des consommateurs par rapport à des marques spécifiques, mais aussi par rapport aux priorités. Ça, c'est les priorités telles que je vous les ai présentées il y a quelques minutes, comme on les avait mesurées au moment de la collecte de données initiale. Voici ce qui se passe depuis l'investiture de Donald Trump. Donc, la priorité numéro un, faire face à Donald Trump et aux différentes menaces qui ont été proférées à l'encontre du Canada, 42%. Donc, c'est extrêmement élevé. C'est de loin l'enjeu le plus important. Et si vous avez suivi un peu la campagne électorale fédérale, vous savez que c'est aussi l'enjeu qui a dominé la campagne. Maintenant, l'inflation se maintient au deuxième rang. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que même si elle est très loin derrière l'enjeu principal, ça a quand même ça a augmenté. Les consommateurs se demandent est-ce que tout ça va avoir un impact inflationniste? Bien sûr, s'il y a des tarifs et qu'il y a des contre-mesures, ça risque de faire monter les prix. Donc, l'inflation demeure bien présente dans la tête des gens. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que ça peut encore jouer un rôle important. L'état du système de santé passe au troisième rang maintenant à 9%. On voit que l'écart là, avec les deux premiers enjeux, c'est vraiment creusé. Donc, l'état du système de santé est un peu moins primordial pour les Québécois dans le contexte actuel. Même chose pour l'abordabilité du logement. Ça demeure dans le top 4, mais c'est beaucoup plus faible que ce l'était avant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est sûr que c'est important, mais en ce moment, les regards sont tournés vers ce qui se passe aux États-Unis. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont payé le prix. Vous voyez ici cette belle image, si vous vous en souvenez, c'était l'image de qui était sur la première rangée le jour de l'investiture de Donald Trump. Donc, on voit les PDG des grandes entreprises technologiques qu'on connaît très bien, Meta, Amazon, Google, Tesla et aussi SpaceX, Neuralink, et la liste se poursuit pour M. Musk qui est là. Mais donc, cette belle photo de famille qui, à l'époque, pouvait paraître comme une bonne chose pour eux, je pense qu'il y en a plusieurs qui le regrettent un peu. Et on voit que messieurs Zuckerberg et Bezos regardent attentivement quelque chose et ce quelque chose, c'est le 149 points combinés de baisse pour la réputation de leurs entreprises respectives. On a parlé tantôt de la baisse pour Post Canada qui était déjà historique. C'est rien comparé à ce qu'on voit pour certaines de ces marques-là. Le changement est catastrophique dans certains cas. Donc, on peut penser qu'il va y avoir des effets à long terme. Oui, la conjoncture joue un rôle, il n'y a aucun doute.
mais les effets vont rester quand même longtemps. Et maintenant, parlons un peu plus de M. Musk et de Tesla. Cette image-là aussi va probablement passer à l'histoire. La Maison-Blanche, qui est l'histoire d'une journée, a été transformée en concessionnaire Tesla, où le président Trump a voulu aider son ami Elon en parlant des Tesla, même parlant des prix, disant qu'il allait en acheter une lui-même. Et ça parle de l'importance du moment aussi. Ça démontre à quel point, pour Elon Musk, la situation actuelle est devenue cruciale, un peu désespérée. Et là, on a vu au cours des derniers jours qu'il a même commencé à s'en prendre ouvertement à certains autres conseillers de Donald Trump parce qu'il essaie de renverser un peu la vapeur. Son comportement des derniers mois a laissé une marque vraiment indélébile pour Tesla. Et d'ailleurs, quand on regarde quelles sont les entreprises qui ont souffert le plus, vous ne serez pas surpris, au premier rang arrive justement Tesla. On parlait tantôt d'une baisse historique pour Post Canada. Tesla dépasse quand même largement ce chiffre-là. On parle maintenant d'une baisse de 53 points au cours de la dernière année. Et, important de le dire, Tesla partait déjà d'un point d'un score qui était historiquement bas pour la marque. C'est une marque qui allait quand même très bien il y a quelques années à peine. L'an passé, déjà, c'était difficile avec un score de 2 seulement. Et là, on se retrouve à moins 51. C'est difficile d'expliquer à quel point c'est bas comme score. Et comment une entreprise peut se remettre de quelque chose comme ça. On va voir ce qui va arriver au cours des prochaines années, mais c'est vraiment une situation dramatique pour Tesla. Et on l'a vu, la valeur de l'entreprise a fondu de moitié en bourse. Il y a déjà beaucoup d'observateurs qui pensent que ça pourrait se poursuivre. Les ventes de l'entreprise sont en baisse très marquée dans différents pays. Oui, en Europe, mais même ailleurs dans le monde, les ventes sont en baisse. On a vu tous les problèmes avec le vandalisme, non seulement contre les voitures, mais aussi chez les concessionnaires, des manifestations. Donc, c'est vraiment une période très, très difficile pour Tesla et on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, mais ça regarde pas très bien. Pour Amazon, la situation est un peu différente. C'est moins centré sur la présence de Jeff Bezos à l'investiture. C'est sûr que ça a quand même un peu un impact. Être associé en ce moment à Donald Trump n'est pas très positif du point de vue des consommateurs québécois. Mais Amazon essayait de se remettre d'une crise aussi. Amazon avait fermé ses entrepôts au Québec, faisant des milliers de mises à pied dans un contexte très controversé. Il y a encore des poursuites qui sont en cours. Donc, c'était déjà très difficile pour Amazon. Et là, tout à coup, il y a les tarifs. Et aussi, Amazon, son modèle d'affaires lui-même est problématique dans le contexte actuel parce que c'est beaucoup plus facile de s'en prendre à une marque qui est jusqu'à un certain point virtuelle. On commande en ligne. On ne connaît pas d'employés d'Amazon. Si on en connaissait, bien là, ils ont perdu leur emploi en plus. Mais il y a pas de magasin ici de la même façon qu'il y en a pour les autres grandes marques américaines. Donc, on ne peut pas se dire, ben, je n'achèterai pas chez Amazon parce que ça pourrait coûter les emplois de mes voisins. Il n'y a rien de tout ça. Donc, il n'y a pas les garde-fous non plus. Et tout ça ensemble fait qu'Amazon baisse de 50 points. Donc, c'est quand même très spectaculaire. Et il partait de très haut, là. On était quand même à 71. C'était une marque qui était respectée. Et on voit à quel point le contexte peut être dommageable. Pour ce qui est de Meta, Meta était une entreprise pour qui la réputation était assez mal en point déjà. Donc, une baisse n'est pas surprenante dans le contexte. Une baisse de 34 points. On se retrouve à moins 28, ce qui est aussi parmi les pires scores historiques qu'on a mesurés. Donc, pour Meta, ça va aussi très mal. La transformation de Mark Zuckerberg du jour au lendemain, changer complètement son style. Pour s'aligner peut-être un peu plus avec les valeurs du mouvement MAGA aux États-Unis, mal passé, les changements dans les politiques aussi de Meta sur le contrôle du contenu.
Tout ça a laissé aussi une marque qui affecte vraiment négativement l'entreprise. Si on regarde maintenant dans les d'autres cas aussi importants, ce sont toutes quand même des porte-étendards de la puissance économique américaine, ici Costco, Google, Microsoft, Walmart. C'est des entreprises qui avaient un réservoir de sympathie quand même assez fort. Les piliers de la réputation de ces entreprises-là étaient bien établis au Québec et on voit que ça leur a permis quand même de mieux résister à la vague, surtout pour les trois premières. Je vais reparler un peu plus de Walmart après, mais Costco s'en tire quand même relativement bien. Une baisse de seulement 9 points. Une entreprise respectée dans un contexte inflationniste. Costco, c'était une marque aussi qui se démarquait. Donc, ça permet à l'entreprise de quand même conserver un score de réputation qui est quand même assez enviable. Il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient ça, avoir un score de 66 malgré tout. Donc, ça va moins bien qu'avant, mais c'est quand même pas si pire. Google, la même chose. Et tantôt, je vous ai montré l'image. Le seul PDG qui était présent à l'investiture où tout ne s'effondre pas, c'est pour Google. Google est une marque qui est respectée depuis longtemps avec une forte réputation. Et malgré une baisse quand même notable, 12 points, là, ça demeure une baisse significative et ça a un impact. On voit qu'ils résistent quand même assez bien à ce moment à la tempête. On verra l'an prochain. Est-ce que ça leur permet de se remettre parmi le top 10 d'une manière plus rapide? On verra. 12 points, c'est assez pour les pousser à l'extérieur du top 10. Maintenant, pour Microsoft, un peu la même histoire. La baisse est un petit peu plus grande, mais là aussi, il n'y a pas d'association claire entre le PDG et Donald Trump. Au contraire, jusqu'à certains points, M. Gates est associé peut-être plus aux démocrates. La marque est un peu moins directement affectée, mais c'est sûr que c'est une grande marque, c'est un porte-étendard, donc comme tous les autres, Microsoft en souffre quand même un peu. Pour Walmart, la situation est un peu différente parce que c'est vraiment une marque qui, oui, est bien établie ici, mais l'histoire de Walmart aussi au Québec, on sait que l'arrivée de Walmart, la marque avait réussi à bien s'implanter, à quand même jouir d'une réputation quand même assez favorable au Québec. Mais peut-être que aussi l'historique de la marque fait en sorte que ça baisse un peu plus, mais aussi c'est vraiment c'est ça, une marque à plus bas prix qui représente la concurrence américaine envers les grands détaillants canadiens. Donc, peut-être que ça a un impact un peu plus négatif dans le cas de Walmart, mais malgré tout, ils s'en tirent pas si pire, généralement parlant, si on compare avec les marques, donc les les grandes entreprises qu'on vient de voir. Si on regarde maintenant, comparaison très intéressante ici, Apple et Samsung. Euh, on voit que oui, au départ, Samsung avait un score de réputation plus élevé qu'Apple. Apple a toujours eu un peu plus de détracteurs, étant donné leur modèle d'affaires un peu différent, le fait qu'ils sont très exclusifs, soit qu'on les adore, soit qu'on les aime pas. Donc, pour Apple, le point de départ était un peu plus bas en termes de réputation. Mais là, on voit l'effet Trump ici, Apple étant une grande marque américaine, alors que Samsung ne l'étant pas. Apple connaît une baisse importante, passe à 42, ce qui la pousse assez loin dans le classement, alors que pour Samsung, la baisse n'est que de 3 points, où on peut parler plus de stabilité que de baisse. Le fait que ce soit une grande marque, que c'est une grande marque étrangère, rend ça plus difficile quand même. Ce serait difficile pour Samsung de s'attendre à une hausse dans le contexte actuel. Les gens préfèrent les marques québécoises, les marques canadiennes, et donc Samsung est affecté un peu, mais c'est vraiment un peu. Donc, différence très marquée entre Apple et Samsung ici. Et finalement, il y a aussi pour les marques dans le secteur de l'automobile. Donc, on voit ici les trois grandes entreprises, trois grands constructeurs automobiles américains, outre Tesla, s'en sortent quand même beaucoup mieux. Il y avait un peu une sortie de route pour Tesla, il n'y a pas de sortie de route pour les trois autres, qui en fait non seulement reste bien entre les lignes, mais il y a même une petite hausse. Et ces trois marques, ces trois entreprises pour lesquelles aussi on a vu
les PDG se positionner un peu contre les tarifs de Donald Trump. Oui, ça a été fait quand même relativement prudemment, un peu moins dans le cas de Ford, mais il y a eu des prises de position quand même assez claires pour dire qu'ils étaient contre les tarifs, ils avaient peur des conséquences, ils ne voulaient pas faire de mise à pied. Donc, tout ce message-là semble avoir vraiment fait son chemin dans la population. Et c'est aussi le secteur qui a été le plus directement touché dans les tarifs entre le Canada et les États-Unis. Non seulement c'est le secteur sur lequel il y a eu des droits de douane assez importants qui ont été imposés, mais la réplique du Canada touche aussi le secteur automobile, les entreprises américaines. Donc, on voit que du point de vue des consommateurs québécois, il y a quand même un certain capital de sympathie de ce côté-là. On ne parle pas d'entreprises qui avaient une excellente réputation avant. Là. On partait de 23, 23, 8 en termes de score, mais ça montre que la prise de position et le contexte les aident un peu. Donc, c'est une bonne nouvelle de leur point de vue. Elle ne baisse pas avec l'ensemble des entreprises américaines. Et maintenant, quand on regarde ce qui se passe au total pour le top 10 des entreprises, donc on vous l'avait présenté comme on l'avait mesuré à l'époque, parce que c'est important, c'était là la grande collecte de données annuelle, près de 40 000 répondants au niveau canadien, environ 18 000 au Québec. C'était important de garder ces chiffres-là, on les veut constants d'année en année, mais en même temps, regardons ce qui se passe avec notre top 10 quand on compare avant l'investiture, après l'investiture. Et on voit que là, ici, il y a des changements importants. Pour des bannières québécoises comme Jean Coutu, en fait, il y a eu une amélioration. Donc, Jean Coutu, son score monte de 3 points, passe à 81. Dans le cas de YouTube, une baisse de 21 points. Donc, passe à 57. YouTube se retrouverait loin à l'extérieur du top 10. Interac, une petite hausse aussi, 82 points, ce qui mettrait en fait Interac au premier rang dans ce cas-ci. Google, on vous a déjà parlé de la baisse. Costco, la baisse. Là, pour Dollarama, il y a un petit quelque chose d'intéressant ici, c'est que Dollarama est une marque, bien sûr, québécoise, canadienne, mais il y a une baisse. Est-ce que c'est relié, comme on disait tantôt, au fait que ça pourrait être que les fournisseurs étrangers, plus chinois ou américains, qu'est-ce qui cause la baisse? Ça demeurait à creuser un peu, mais le message ici aussi pour Dollarama est aussi intéressant parce que ce que ça nous dit, c'est que Dollarama aurait intérêt à parler de son origine québécoise, son origine canadienne un peu plus, parce que ça les aiderait peut-être à surmonter le petit obstacle. On ne parle pas d'une baisse importante, là, on s'entend, mais malgré tout, c'est intéressant de voir que par rapport aux autres marques locales, elle subit un contre-coup, alors que les autres, ça monte, y compris pour Canadian Tire, comme vous le voyez ici. Pour les autres grandes marques mondiales, même si on n'est pas américain, on voit Sony, Toyota, il y a une petite baisse quand même. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu pour Samsung tantôt. Donc, tout le monde est un peu affecté négativement, sauf les marques locales. Euh, mais avant aussi de terminer, donc on voit ce qui se passe avec l'avant et après pour les marques, pas les marques, mais les entreprises en général et leurs marques. Mais on peut aussi regarder qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'employeur, parce qu'on sait maintenant que tout ça est interconnecté, nos opinions en tant que consommateurs, en tant qu'employés, en tant que citoyens, tout ça est de plus en plus interrelié. Donc, est-ce que ça a eu un impact sur la réputation des employeurs au Québec? Éric, je te repasse la balle. Effectivement. Donc, avant peut-être de vous le dévoiler, ce top 10 qui est de plus en plus attendu, là, ça doit faire quoi, sixième année de mémoire où ce module-là, réputation, marque employeur, s'est invité dans l'étude réputation à l'époque parce que la pénurie de main-d'œuvre était à son apogée. De toute évidence, cet enjeu ne nous a pas quittés depuis. Donc, rappelons
rappelons un peu peut-être pourquoi cette dimension est aussi encore aussi stratégique en 2025, là, dans un marché, comme je le disais, un marché de l'emploi qui est toujours tendu. Une bonne image employeur fait souvent la différence entre attirer ou perdre les meilleurs talents. D'autant qu'avec la transparence généralisée qui prévaut aujourd'hui, là, les avis sur Glassdoor, les témoignages sur les réseaux sociaux, aucune entreprise échappe là, au regard du public. Les attentes ont également subi de profonds changements, là, alors que les nouvelles générations recherchent un environnement de travail sain, des valeurs fortes, un équilibre réel entre vie professionnelle et vie personnelle. Une entreprise perçue comme respectueuse, inclusive, cohérente, fidélise ses employés autant qu'elle en attire de nouveaux. Puis cette réputation employeur-là ben, rayonne bien au-delà des RH, là, influence directement la marque, la mobilisation interne et même la confiance du public. Donc, bien nourrir la réputation comme entreprise, tout simplement. Donc, voyons maintenant quelles sont les entreprises qui se distinguent cette année comme employeurs de choix au Québec, selon les Québécois. Alors, on peut voir ici en dixième Mastercard, en neuvième Sony, en huitième le Canadien. Peut-être que si on avait sondé la semaine dernière, on serait en première place. Cirque du Soleil en septième. Microsoft, une grande marque, une grande entreprise américaine. Ensuite, en cinquième place, Samsung. En quatrième, Apple. En troisième, Costco, qui semble être une entreprise qui s'est démarquée en tant qu'employeur depuis son arrivée au Québec, là, qui embauchait même des défenseurs du Canadien. Euh, Jean Coutu, deuxième place, et sans surprise, Hydro-Québec, là, qui est encore en tête de ce palmarès en 2025. Ouais, ce qu'on voit, Eric, ici, c'est que le classement est quand même passablement différent de ce qu'on voit pour le top 10 des grandes entreprises en termes de réputation globale, parce que et ce que ça nous dit, c'est que le point de vue marque employeur, ben, il y a plusieurs choses qui sont en jeu ici. C'est sûr que pour beaucoup de gens, ils ne connaissent pas nécessairement des gens qui travaillent dans les entreprises, en connaissent un peu moins sur l'aspect employeur. Donc, la réputation générale de l'entreprise joue un rôle, mais il y a aussi, comme tu viens de le mentionner, les échanges, des fois très pointus sur les médias sociaux, sur différents sites, les gens qui se parlent entre eux de leur expérience, qui c'est assez pour faire bouger les choses qu'il y a des marques qui, même si des fois sont peut-être moins, les entreprises sont peut-être un peu moins bien perçues, mais se démarquent quand même en tant que bon employeur. Et de la même façon, comme tu viens de le dire, le Canadien est un bon exemple. On aimerait travailler là parce que ça doit être le fun de travailler pour les Canadiens en ce moment. Et donc, effectivement, ça peut jouer un rôle. De la même façon que les gens qui adorent la marque Apple, ben, ça peut être le fun de travailler pour Apple. Je vais en avoir plus, apprendre plus sur les produits. Donc, la marque employeur est affectée par beaucoup de facteurs différents qui ne sont pas nécessairement les mêmes que la réputation globale d'une entreprise. Et donc, c'est toujours intéressant de comparer les deux. Effectivement. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu ce matin, vous recevrez aujourd'hui un enregistrement, un lien vers un enregistrement de ce webinaire, ainsi que le livret réputation là, qui comprend le classement complet et d'autres informations sur l'étude. Vous recevrez ça par courriel. Alors, question. Laissez-moi voir si je maîtrise l'outil. Euh, Donc, si vous avez des questions pendant qu'Éric démêle l'outil, si vous avez des ah, questions, donc incluez ça dans le Q&A, ça va nous faire Q&A, plaisir d'y ouais. répondre. Exactement. J'ai ici, on constate que les enjeux les plus importants pour les Québécois sont surtout matérialistes. Par exemple, on parle moins des enjeux en lien avec l'environnement et les inégalités sociales. Avez-vous remarqué une perte d'intérêt envers ces enjeux à travers les années dans vos résultats? Ben, On je peux parle ici peut-être des la prendre, priorités. celle-là, étant donné que ça a été plus dans les derniers mois. J'ai beaucoup parlé de ça, effectivement. C'est une baisse. Ce qui est,
j'oserais pas dire que c'est nécessairement moins important. C'est dans le poids relatif des priorités en ce moment. Effectivement, le portefeuille fait pas mal plus de bruit ou on le sent pas mal plus dans nos poches qu'à l'époque. Et c'est pas parce qu'il est plein, c'est l'inverse. Les Québécois sont effectivement très inquiets de tout ce qui touche à leurs finances, que ce soit du point de vue de l'abordabilité des produits, de la nourriture, de l'habitation, du logement ou autre, c'est effectivement, ça a vraiment pris le dessus en ce moment. Ça ne veut pas dire que les gens ne s'inquiètent plus du tout des changements climatiques ou de la pollution en général ou d'autres enjeux reliés à l'environnement. Mais c'est juste que relativement parlant, oui, c'est moins important que ce l'était, mais c'est contextuel. On sait que ça peut changer dans les prochains mois en fonction de ce qui se passe, que ce soit d'un point de vue climatique, mais aussi en fonction des changements dans l'économie, dans la société. C'est juste qu'après 5 ans de crises successives, ça fait 5 ans qu'il y a plein de choses qui se passent pour un peu mettre ces enjeux-là à l'arrière-plan, là. Il y a eu la pandémie, bien sûr l'inflation après, mais aussi il y a eu des conflits mondiaux qui nous ont affectés, qui continuent de nous affecter. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles plus négatives et ça fait en sorte que des priorités plus reliées aux valeurs prennent un peu moins d'importance généralement. Mhm. Effectivement. On nous demande ici quels sont les critères d'évaluation de la marque employeur. Ben, il s'agit de l'envie d'y travailler ou est-ce qu'on recommanderait quelqu'un d'aller y travailler? Est-ce que ça représente, est-ce que c'est une entreprise qui représente des valeurs qui me rejoignent? Est-ce qu'on croit dans le futur de l'entreprise, etc. Donc, c'est un modèle là, qu'on a établi depuis le début, là, qui est bien expliqué dans la brochure qui vous sera acheminée. Euh, ici, comment expliquez-vous que parmi les marques qui ont une augmentation grande de réputation sont deux pétrolières et deux voyagistes, aucune considération des impacts sociaux et environnementaux? Effectivement, mais bon, comme le précisait Sébastien, il y a une espèce de retour, une espèce de retour à la normale là, pour ces deux voyagistes-là, nommément, là, après des ratés qui ont Mhm. été grandement Ouais, diffusés, beaucoup de problèmes pour des voyageurs. Euh, mais c'est pas. sinon, ben, les Ouais. pétrolières. Oui, vas-y, Sébastien. Ah non, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, vas-y. Ah. Ben, sinon, pour les pétrolières, ben, c'est un retour un peu, là, après des années un peu plus difficiles. Donc, c'est un peu un retour du pendule réputationnel. C'est quand même des marques tu sais, bien établies, là, et des legacy brands au Canada, là, Shell et Esso. Là. Donc, on les revoit dans le décor. Ah, ben tiens, on les a pas entendus de façon négative, peut-être, ou vus de façon négative dans les nouvelles. Se sont peut-être un peu effacés, pas de scandale, pas de déversement, pas de. Tu sais, fait, tu sais, c'est juste comme un effet peut-être naturel de ah tiens, une marque tu sais, bien de chez nous qui de toute évidence pas eu de problème. Donc on redonne une note un peu plus positive. Je sais pas si ça Oui, c'est ça. On parle d'une hausse, donc c'est un peu plus positif, mais ça ne les met pas parmi les meilleurs non plus, là. Donc, c'est relatif, là. Ça va un peu mieux que les années précédentes, mais on ne retrouve pas Shell dans le top 10, là. Donc, on parle, il faut garder ça aussi. effectivement. Il faut regarder ça d'une manière relative. Donc, c'est ça. C'est peut-être une certaine embellie par rapport à des années plus difficiles, mais on ne parle pas de marques qui se démarquent ou d'entreprises qui se démarquent d'une manière très positive. C'est juste que ça va un peu mieux qu'avant. Effectivement. Euh, marque employeur, on en a parlé. Est-ce que la commandite de CIBC sur le casque des joueurs du CH a réellement une influence qui a fait bouger de façon positive? Bon, je disais ça de façon, disons, anecdotique, là. J'irai pas jusque-là, mais quand toutes les bonnes petites choses sont mises ensemble, ben ça peut, tu sais, donner comment dire, un aura peut-être un peu plus positif. Encore une fois, si c'est une année où il y a
pas de nouvelles négatives ou CIBC se retrouve pas dans les médias parce que, je sais pas, moi, taux d'intérêt ou autres nouvelles ou des bonus à des dirigeants ou pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme dirait ma mère. Alors, ça s'applique aussi, je pense. Mais bon, je disais ça de façon un peu anecdotique là, la question de la commandite, sur le casque, et précisons-le, le casque blanc, pas sur le casque bleu. Sinon, est-ce qu'il y a un impact réel de la réputation sur la performance commerciale ou est-ce un claim lié à l'image que veut se donner les répondants? Non, il y a un impact très clair, là. C'est sûr que là, on vous montrait Tesla, c'est assez spectaculaire l'impact. C'est sûr que ça, c'est un cas d'exception, là, donc on ne peut pas en faire la règle, mais il y a une relation très claire. Les entreprises très performantes financièrement ont généralement une réputation très enviable, surtout les entreprises qui ont un lien direct avec les consommateurs. C'est sûr que ça peut être différent pour des entreprises qui font plus du B2B, là, qui vendent plus à des fournisseurs, à d'autres entreprises. Donc, dans ce cas-là, le point de vue du consommateur a peut-être un peu moins d'importance dans le succès. Mais il y a une corrélation quand même très forte entre la réputation d'une entreprise et son succès commercial. Et l'importance d'avoir une bonne réputation, on l'a vu dans les résultats pour les entreprises qui passent par une période de crise en ce moment, comme les grandes marques américaines, par exemple. euh, Celles qui s'en tirent mieux sont aussi celles qui avaient un capital de sympathie plus fort, qui avaient une réputation plus forte. Si on a des piliers quand même assez solides, on peut redresser la barre de manière beaucoup plus rapide après coup. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'une réputation baisse et reste en bas, et surtout ou encore pire, que la baisse se poursuive. C'est très difficile pour une entreprise qui n'a pas des piliers établis depuis longtemps de se remettre. Donc, on dit souvent, ça prend des années bâtir une réputation, ça prend quelques minutes pour la détruire. On peut quand même la rebâtir beaucoup plus vite si on avait des piliers solides, même si on baisse beaucoup. On a quelque chose sur laquelle rebâtir, mais si les fondations ne sont pas là, on se retrouve un peu dans le sable mouvant. Après, c'est très, très, très difficile de rebâtir. Effectivement. Peut-être une petite dernière, on nous demande si est-ce que le secteur de l'éducation a été sondé, plus spécifiquement les universités. Non, on sonde des entreprises, des marques entreprises, mais l'idée l'idée est bonne, on pourra y réfléchir dans l'entre-saison, comme on dit. Euh, je vois l'heure, donc je vous remercie encore une fois pour votre présence en si grand nombre jusqu'à la fin, parce que je constate que vous êtes resté jusqu'à la fin. On vous laisse aller à votre journée, puis je termine peut-être en vous disant, en vous invitant à ne pas hésiter là, à nous contacter si vous avez des demandes additionnelles. Là, l'adresse courriel solution allégée 360.com. On a toutes sortes de forfaits aussi là, pour mesurer votre réputation, là, que ce soit en profondeur ou avec régularité. Donc, plein de formules s'offrent. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été parmi nous. Sébastien, merci pour la participation cette année. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.